Donc, c'est le problème général de la connaissance que on désigne par épistémologie. Mais il y a un autre sens que vous rencontrerez souvent dans les bibliothèques, dans les intitulés de cours, et qui est un peu le sens ordinaire en français. C'est le sens où épistémologie, ça signifie la philosophie des sciences. Et ça peut signifier soit la philosophie des sciences en général, c'est-à-dire l'examen de la méthode, des problèmes de la justification, ou bien comme l'a fait ce matin, pour ceux d'entre vous qui étaient là, mon collègue Michael Esfeld, qui enseigne un cours de philosophie de la nature et de la philosophie des sciences dans le département, mais c'est en MA. Ça peut vouloir dire donc philosophie des sciences, et ça peut aussi vouloir dire philosophie d'une science particulière. Par exemple, on dit épistémologie de la physique, épistémologie des mathématiques, épistémologie de la biologie. Et dans ces cas-là, ça veut toujours dire qu'on examine les méthodes, les justifications du savoir dans un domaine particulier. Donc ce sont deux sens qui sont assez différents parce que le premier sens est très général et il couvre non seulement le savoir scientifique, mais aussi le savoir ordinaire. Après tout, il n'y a pas de raison de penser que le savoir que vous avez est entièrement scientifique. Il y a plein de savoirs qui sont parfaitement ordinaires. Je sais qu'il y a des tables dans cette pièce. Je sais qu'en ce moment, j'ai un caleçon sous mon pantalon. Je sais qu'il pleut après avoir neigé. Et je n'ai pas besoin de particulièrement avoir des lumières scientifiques pour savoir ces choses-là. Donc, il est certain qu'on peut réfléchir parfaitement sur la notion de savoir, comme l'ont fait les grands philosophes, à partir de ce qu'on peut appeler le savoir naturel, le savoir commun, le savoir ordinaire. Évidemment, ce qu'il y a de mieux en matière de savoir, c'est le savoir scientifique. Donc, mais ça n'empêche, c'est comme avec une voiture. Vous pouvez rouler avec une petite Fiat et vous arriverez très bien à votre destination. Et puis évidemment, vous pouvez aussi avoir une Cadillac ou une General Motors, mais enfin, ce n'est pas une très bonne idée, vu que de toute façon, ils viennent de rendre leur dépôt de bilan. Donc, avoir une voiture beaucoup plus vrombissante. Et c'est sûr qu'on peut penser que vous irez beaucoup plus vite à votre destination si vous avez une grosse voiture vrombissante. Mais il n'y a aucune raison que la petite Fiat ne vous emmène pas non plus à votre destination. Et donc, elle est aussi une voiture, elle aussi, elle roule, le savoir, c'est très démocratique. Ça commence même quand on dit « je sais qu'il y a des oranges dans le frigo » et il n'y a pas besoin d'avoir des lasers et des accélérateurs de particules pour savoir ça. Alors, moi, je vais prendre le sens de épistémologie, le premier, théorie générale de la connaissance, philosophie de la connaissance. Et c'est un sens qui, comme je viens de le dire, n'est pas exactement celui qui est dominant aujourd'hui dans la langue française. Donc je suis conscient de faire une petite déviation, une petite torsion au vocabulaire français. Évidemment, épistémologie, ça vient du grec épistémé, qui signifie savoir. Et ce que j'entends par épistémologie ressemble beaucoup à ce qu'en allemand on appelle théorie de la connaissance, Erkenntnistheorie, qui est un terme qui est employé essentiellement depuis le XIXe siècle, à la suite de Kant. Mais ça correspond au sens épistémologie. Les Anglais utilisent épistémologie exactement au sens où moi je vais l'utiliser, c'est-à-dire au sens de théorie de la connaissance. En anglais, vous trouverez quelquefois des choses comme epistemology of physics, epistemology of mathematics, mais habituellement, épistémologie, ça désigne justement la théorie générale de la connaissance. Il y a un vieux terme qu'on utilise quelquefois en français, c'est gnoséologie. C'est pas très joli à dire, et surtout si vous revenez du cours tout à l'heure et puis que vous voyez votre petit ami ou votre petite amie, et que vous dites « qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure ?» de la gnoséologie, ça ressemble un peu à une consultation médicale, et donc c'est pas très facile à utiliser. Mais gnoséologie, évidemment, ça vient du grec gnomon, le jugement, gnoen, le savoir, et c'est aussi un terme qui vient du grec. Alors, il y a un philosophe français qui s'appelle Émile Meyerson, qui avait écrit un livre en 1912 qui s'appelle « Identité et réalité ».
Et lui, il utilisait le mot exactement au sens de théorie générale de la connaissance. Quelquefois, en allemand, on emploie Wissenschaftslehre au sens de théorie générale de la connaissance, pas de philosophie des sciences. Donc c'est le savoir en général, dans toutes ses propriétés les plus générales. Et Meyerson utilisait ça. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, dans la philosophie française, il y a eu une influence de plus en plus grande des gens qui ont fait de l'histoire des sciences. Et ces gens-là, comme Gaston Bachelard, comme Georges Canguilhem, comme Michel Foucault et comme beaucoup de philosophes des sciences, ils se sont appropriés le mot épistémologie et ils ont dit l'épistémologie, c'est nous. C'est nous qui faisons de la philosophie des sciences, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils ont rejeté le mot épistémologie traditionnelle. Mais je ne vois pas de raison d'abandonner le mot traditionnel. On s'en est expliqué, Julien Dutemps et moi, dans un petit livre dont je vais parler dans un instant. Donc, je trouve que philosophie de la connaissance va très bien, théorie de la connaissance va très bien, et épistémologie va très bien aussi pour désigner ce que nous voulons faire. Voilà, un terme de vocabulaire sur ce qu'on veut faire. Alors maintenant, de quoi est-il question dans cette affaire? On va essentiellement discuter deux sortes de problèmes. L'un que je vais appeler le problème analytique, l'autre que je vais appeler le problème dialectique, pour prendre une terminologie un peu kantienne ou aristotélicienne par certains côtés. Le premier problème, le plus difficile, et celui qui va nous occuper en bonne partie, c'est un problème un problème de définition. Comment est-ce que on peut analyser la connaissance? Comment est-ce qu'on peut la définir? Qu'est-ce que c'est que connaître? Mais de façon très très générale, c'est-à-dire à la manière philosophique, à la manière dont Platon le fait, comme on va le voir. Est-ce que la connaissance, par exemple, elle se décompose en des sous-parties? Est-ce que c'est un terme simple qui contient des parties, par exemple la croyance, par exemple la vérité? Ou bien est-ce que c'est un terme qui n'est pas simple? Est-ce que c'est un terme complexe qui comprend des sous-parties, ou est-ce que c'est un terme simple qui ne peut pas être analysé? Comment est-ce qu'on peut analyser le concept de connaissance par rapport à d'autres concepts, celui de justification, celui de croyance, celui de vérité? Donc, c'est le problème de savoir comment analyser la connaissance et analyser notre notion ou notre concept ordinaire de connaissance. Ça, c'est le problème, je dirais, principal. Il y a un deuxième problème qui est lié à ça et qui est différent. C'est ce que j'appelle le problème dialectique. J'appelle dialectique parce que je prends dialectique au sens d'Aristote ou de Platon, au sens de vous avez un adversaire et il faut que vous répondiez. Et dès qu'on discute le problème de la connaissance, il y a toujours des adversaires qui arrivent, et ces adversaires, ce sont les sceptiques. Ce sont les gens qui vous disent vous nous parlez de connaissance, vous faites comme si ça existait, mais en fait, vous n'en savez rien. On ne sait pas ce que c'est la connaissance, et en fait, on ne sait rien. Alors, le sceptique, il est comme un démon ou comme un méchant diable, selon les images et les histoires qui sont racontées. Il y a des histoires de malingénie, des histoires de savants fous qui vous mettent vos cerveaux dans des cuves de formol, qui accrochent des électrodes et qui vous font croire que le monde extérieur existe, alors qu'en fait, vous n'êtes qu'un pauvre cerveau qui trempe dans un laboratoire. On vous invente toutes sortes de scénarios, des rêves. Bon, ça, comme on va voir, ça fait partie de l'épistémologie, de la théorie de la connaissance. En quelque sorte, c'est un peu la menace. C'est la menace sceptique. C'est l'idée que peut-être nous ne savons pas comment définir la connaissance, peut-être que la connaissance n'existe pas. Et ça rejoint évidemment la première question, au sens où le sceptique dit non seulement la connaissance n'existe pas, mais en plus on ne peut pas la définir. Et c'est parce qu'on ne peut pas la définir, justement, qu'on a un argument pour dire qu'on ne sait rien. Et donc le sceptique est en quelque sorte une espèce de démon, ou comme Satan, c'est l'esprit qui toujours nie et qui veut s'opposer au dogmatique. Le dogmatique, c'est celui qui dit il y a de la connaissance. Et le sceptique, c'est son opposé. Alors j'appelle ça le contexte dialectique parce que
c'est un contexte adversarial dans lequel vous avez quelqu'un qui prétend connaître le dogmatique et vous avez son adversaire standard qui est le sceptique. Donc ce sont ces deux grandes questions qui m'intéressent. Je rappelle à nouveau, vous m'interrompez dès que vous... Alors, c'est une vieille tradition qui est dans la philosophie grecque depuis Pyrrhon, dont les vies des philosophes illustres de Diogène Laërce racontent qu'il disait qu'il ne savait rien, mais quand il avait besoin de manger des figues ou qu'il avait soif, il savait bien où trouver une carafe d'eau, où sont les figues. Donc, une objection qu'on a souvent faite contre Pyrrhon, c'est que quand même, il était bien obligé de savoir quelque chose. Mais enfin, dans les histoires des philosophes illustres de Diogène Laërce, on nous raconte que Pyrrhon était un petit peu comme... il était une espèce d'irresponsable, un peu comme Bob Dylan. Il ne savait pas remplir des chèques, il ne savait pas signer ses contrats, il savait juste jouer un peu la guitare. C'est... Enfin, je suis influencé par une biographie de Bob Dylan que j'ai lue dans laquelle on dit qu'il était totalement irresponsable et qu'il s'en fichait. Bon, Carnéade est une autre sorte de sceptique. C'est pas le même sceptique que Pyrrhon. J'en parlerai dans 2 séances. Carnéade, c'est quelqu'un qui dit « on ne sait pas, mais on a quand même des probabilités. On a une capacité à avoir au moins des représentations plausibles. » Pyrrhon, il dit « on ne sait rien ». Sextus est aussi un sceptique de l'Antiquité qui a défendu une forme de pyrrhonisme. J'expliquerai ces distinctions-là, mais enfin, c'est certainement un scepticisme moins fort que de dire, par exemple, qu'on a seulement des croyances qui sont probables, peut-être assez probables, peut-être très probables, plutôt que des connaissances. C'est moins dangereux, effectivement, que le sceptique. Mais enfin, si on y songe, c'est quand même problématique aussi. Si je dis il est probable que je suis dans un bâtiment de l'Université de Genève, en un sens, c'est aussi embêtant que de dire que je ne le sais pas, parce que appeler probable des connaissances qui semblent être certaines, ça paraît très étonnant. Donc ce seront mes 2 questions. Alors, je voudrais, en fonction de ces 2 questions, essentiellement vous proposer un certain nombre de thèmes dont, encore une fois, c'est ceux que j'ai planifiés en accord avec Julien Dutemps pour qu'il y ait une correspondance entre ce que nous faisons respectivement, mais en même temps, ça peut très bien être modifié, on peut changer l'accent selon que on s'aperçoit que tel ou tel sujet est assez épuisé. Donc, dans le prochain cours, je vais vous faire une petite séquence, dans les 2 prochains cours, je vais faire une séquence historique. Je pense qu'on ne peut pas faire de la philosophie exclusivement analytique, il faut faire aussi de l'histoire. Donc je vais reprendre le dialogue de Platon, le plus célèbre, qui porte sur le problème de la connaissance, qui est le Théétète. Je ferai quelques rappels venant du Théétète de Platon. Et puis donc le Théétète discute essentiellement ce que je viens d'appeler le problème analytique, la définition de la connaissance. Et puis ensuite, dans le cours suivant, je parlerai des fameux arguments des sceptiques, tels qu'on les trouve chez ce philosophe du IIe siècle après Jésus-Christ, qui est Sextus Empiricus, qu'on appelait Sextus l'Empirique, qui a reproduit les arguments des sceptiques anciens. Et puis nous aborderons les problèmes contemporains, et en particulier un problème sur lequel Julien Dutemps parlera beaucoup, qui est ce qu'on appelle le problème de Guettier. Et ce problème de Guettier nous servira un petit peu de matrice, c'est-à-dire de point de départ, pour répondre à un certain nombre de questions sur la connaissance. Il nous permettra d'analyser une conception de la connaissance que j'appellerai l'internalisme. Ensuite, il nous proposera d'en analyser encore une autre, qu'on appellera la théorie conditionnelle. Bref, j'ai prévu de consacrer 4 séances à ça, mais là aussi, peut-être je réduirai la voilure. Ensuite, j'examinerai le problème du scepticisme. Je discuterai l'argument sceptique principal, la réponse du dogmatique, une réponse qu'on appelle le contextualisme, et nous terminerons par l'analyse de la valeur de la connaissance. Je me rends compte que je n'ai pas mis
les dates ici, mais enfin, je les restituerai sur les diapos. Voilà donc mon plan. Alors, il n'y a qu'un livre, c'est comme à la messe, il n'y a qu'un seul livre à lire, c'est celui que j'ai fait avec Julien Dutemps, il y a quelques années, c'est notre Bible. Mais en fait, nous l'avons fait parce que nous n'avions pas d'instrument de travail, donc nous avons décidé de faire un recueil de textes. Alors, il y en a de nombreux exemplaires à la bibliothèque de philosophie, mais il est facile d'accès. Ça s'appelle Philosophie de la connaissance, et donc épistémologie, et c'est publié chez Vrin dans une collection de poche, et vous le trouverez à la bibliothèque. Bon, j'ai aussi écrit un article qui s'appelle Philosophie de la connaissance dans un livre qui s'appelle Précis de philosophie analytique, qui donne un petit peu une synthèse. Vous avez aussi une très bonne présentation dans le livre de Roger Pouivet qui vient de paraître cette année, qui s'appelle Philosophie contemporaine. Il y a un chapitre intéressant, Platon, Théétète, Sextus. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a un livre sur le scepticisme de Claudine Tiercelin. Et il y a aussi un livre de moi qui s'appelle Va savoir, qui porte sur la connaissance. Ça, c'est pour la littérature en français. Mais évidemment, il y a une littérature très vaste en anglais que j'ai mise aussi dans les... Mais en français, il n'y a pas énormément de choses. C'est pour ça que je me permets de me citer moi-même. Et c'est parce que pour le moment, il n'y a pas d'ouvrage de travail autre que cela. Mais sans ça, habituellement, je n'aime pas trop citer mes écrits, mais je le fais quand même. Voilà. Alors, je vais commencer par le problème analytique d'abord. Avez-vous des questions sur ce programme, à ce stade? Non? Bon, alors, les philosophes qui ont discuté la théorie de la connaissance ou l'épistémologie, je les ai mis j'en ai fait la liste. Bon, vous avez, si vous voulez, c'est pas ce dont je vais traiter, je n'en parlerai que partiellement, puisque j'ai dit que je parlerai de Platon et des sceptiques. Mais si je devais faire un cours historique, ce qui est toujours aussi une possibilité, et ce qui aurait été très intéressant aussi, j'aurais discuté les auteurs qui sont là. J'aurais discuté bien sûr Platon dans le Théétète, mais aussi dans le Ménon, où vous allez voir, il y a justement le fameux problème de la valeur de la connaissance. À quoi ça sert la connaissance? Pourquoi savoir plutôt que pas savoir? Après tout, on est peut-être mieux dans un hamac à attendre que ça passe, plutôt que de chercher à savoir des choses et ouvrir des livres. Donc, quelle est la valeur de la connaissance? Qu'est-ce qu'il y a tellement de mieux à savoir plutôt que de ne pas savoir? Dire, c'est vrai qu'après tout, on n'est pas du tout obligé d'aller à l'université. Peut-être qu'il vaudrait mieux, justement, se reposer dans un hamac plutôt que de chercher à savoir. Bon, donc, cette question est présente dans les dialogues de Platon. Sextus, dont on parlera. Mais bien sûr, il y a toute une théorie de la connaissance au sens d'une gnoséologie, d'une épistémologie chez les stoïciens, qui adopte une position antithétique par rapport à celle des sceptiques. Les stoïciens sont des dogmatiques, ils pensent qu'il y a du savoir et qu'on peut savoir. Bien sûr, je n'ai pas mis Aristote parce que c'est presque comme si c'était Dieu le Père, donc il est derrière dans les coulisses. Les philosophes médiévaux ont discuté de la théorie de la connaissance en ce sens-là. Le grand livre de Leibniz, Les Nouveaux Essais, porte là-dessus. J'aurais très bien pu faire un cours portant exclusivement sur les Nouveaux Essais de Leibniz. C'est un peu ce que je ferai l'an prochain, portant sur l'analyse de la connaissance. Vous avez aussi plusieurs chapitres dans le livre de Russell qui s'appelle Problèmes de philosophie, qui discutent des problèmes un petit peu sous la forme dont je vais les discuter aujourd'hui. Un article du célèbre philosophe anglais G.E. Moore, qui s'appelle Uncertainty. Enfin, je discuterai un autre texte qui est dans le recueil de Dutemps et de moi-même, Wittgenstein de la certitude. Et puis, il y a l'article dont on a... Il y a l'article dont je parlais tout à l'heure de Guettier, La croyance vraie justifiée est-elle de la connaissance? Et il y a des travaux de philosophie analytique contemporaine très nombreux qui nous serviront d'arrière-plan, mais que je ne discuterai pas directement. Donc voilà les questions. Donc je voudrais d'abord, dans cette première séance,
faire quelques remarques sur, bon, c'est un peu un grand mot de dire la logique, je vais dire sur la signification des mots savoir et connaître. Partons des choses les plus simples. Prenons quelques énoncés standards qui attribuent la connaissance. Premièrement, on constate que voici des exemples de savoir. Je sais, j'ai mis à chaque fois « je sais ». Vous pourriez vous poser, on pourrait poser la question de savoir si c'est différent quand je dis « il sait ». Mais je vais dire « je sais ». Je sais que les neutrinos n'ont pas de masse. C'est fort. Ça, c'est effectivement une pièce, un morceau de savoir scientifique. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus ordinaire, je sais que Carla aime Nicolas. Enfin, ou du moins, je sais. Maintenant, vous noterez que je peux utiliser, au lieu du verbe savoir, le verbe connaître. Et vous avez le même schéma en français et en allemand. En allemand, vous avez wissen pour savoir que. Et vous avez kennen pour savoir plus un complément d'objet. Alors on dit savoir plus complément d'objet, vous dites je connais Paris. Vous ne dites pas je connais que Paris. À ce moment-là, c'est la ville qui est le complément d'objet. Ou bien je connais Laetitia Castia, j'ai de la chance. Et ça aussi, c'est un savoir d'objet. Donc, une première réflexion qu'on peut se faire, c'est quelle est la différence entre savoir quelque chose qui est un complément d'objet avec une proposition, je sais que Carla aime Nicolas, ou que les neutrinos n'ont pas de masse, et puis savoir à propos d'un objet. On peut voir qu'il y a des différentes sortes d'attributions du verbe savoir, et est-ce que ça a un sens particulier? C'est là que la philosophie commence, parce que c'est bizarre de dire, bon, ça nous paraît naturel de dire je sais que Genève est au bord du lac Léman, ou je sais que l'université se trouve à côté, enfin la faculté des lettres se trouve dans le parc des Bastions, mais c'est encore autre chose de dire je connais l'université de Genève, là c'est un complément d'objet, ou bien si je dis je connais Genève. Et ça soulève une question de savoir quelle est la relation entre ces deux sortes de savoir. Donc on peut déjà noter ça. Maintenant, il y a d'autres choses, d'autres contextes dans lesquels nous attribuons le savoir, qui ne sont pas tout à fait pareils que la série 1 à 4, c'est la série 5, 6 et 7. Je sais jouer de la guitare. Là, vous remarquez, vous avez savoir avec un infinitif. Je vous signale, entre parenthèses, que ça serait bizarre de dire « je connais jouer de la guitare ». Ça, on ne peut pas dire. Donc ça indique quelque chose. On dit savoir avec une proposition, savoir que, wissen en allemand, alors en anglais knowing that, et il y a ce que l'anglais appelle knowing how, savoir comment. Et je dis je sais jouer de la guitare, je sais l'anglais. Et quand on dit je sais l'anglais, ça n'a pas le même sens du tout que je connais Paris. Vous voyez que là, vous avez je sais l'anglais, c'est un complément d'objet, mais ça veut dire quelque chose de tout à fait différent de je connais Paris. Je sais qu'il y a récemment eu, je ne sais pas si ça a eu lieu en Suisse, mais il y avait en France, il y a quelques mois, une publicité où on voyait un Bobby ensanglanté à Londres, ou bien alors un individu ayant manifestement une tête d'anglais, et la publicité disait « Arrêtez de massacrer l'anglais ». Et c'était une publicité pour des cours, pour suivre des cours d'anglais dans une école, dans le genre Berlitz ou dans le genre... donc, c'est pas la même... Quand on dit « je sais l'anglais », c'est pas la même chose que quand on dit « je massacre l'anglais ». Je sais l'anglais, il est clair que ça ressemble beaucoup plus à « je sais jouer de la guitare » ou à « je sais comment aller à la bibliothèque ». C'est-à-dire, c'est un savoir comment, c'est un savoir-faire.
Et il est clair aussi que ça ne semble pas être exactement le même type de savoir que celui qu'on a quand on dit « je connais Paris » ou quand on dit « je sais que Genève est au bord du lac Léman ». Pour le moment, je ne rentre pas dans le détail, je ne rentre pas dans la théorie. Je fais seulement des remarques de grammaire avec la langue française. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce serait très intéressant de faire la même... Bon, j'ai mentionné l'allemand, qui a des distinctions semblables à celles du français. On peut constater qu'en anglais, la distinction qu'il y a entre savoir que et puis savoir-faire ou savoir jouer du piano, les Anglais, ils n'ont pas know plus l'infinitif. Vous ne pouvez pas dire en anglais « I know play the piano ». On dit « je sais, I know how to play the piano ». Je sais comment jouer du piano. Et donc, il y a la distinction entre savoir que et savoir comment, qui se trouve aussi en français. On dit « je sais comment faire »,« je sais comment m'y prendre », « je sais comment faire des crêpes Suzette ». Mais la plupart du temps, en français, vous avez savoir-faire. Et là, vous voyez, il y a une différence parce que c'est la différence qu'il y a entre le savoir théorique et le savoir pratique. Savoir que Genève est dans le lac Léman, est au bord du lac Léman, savoir que les neutrinos n'ont pas de masse, savoir que le théorème de Fermat a été démontré récemment, ça, ce sont des savoirs propositionnels. Mais il y a des savoirs pratiques. Savoir faire des crêpes, savoir allumer du feu avec des bouts de bois, savoir faire du vélo avec juste une seule roue, ça, ce sont des savoirs pratiques. Et ce n'est pas du tout clair que c'est le même genre de savoir. Alors, la question que ça pose, chaque fois qu'on s'interroge comme ça sur la grammaire en philosophie, c'est est-ce que ces distinctions grammaticales renvoient à des distinctions réelles? Autrement dit, est-ce que ce que les mots veulent dire implique qu'il y a une vraie différence entre les deux types de savoir, ou bien est-ce que finalement c'est seulement superficiel? Mais nous avons bien l'intuition que si le langage fait la distinction, peut-être bien que la distinction existe quand même réellement. Donc c'est intéressant, je crois, de réfléchir à ces questions. Voici quelques autres exemples encore d'attribution de savoir. Là, je suis très empirique. À vrai dire, j'ai même des collègues qui, lorsqu'ils font ce genre de choses, ils appuient sur Google et puis ils cherchent des occurrences sur Google. Ça donne des résultats quelquefois un peu échevelés. Bon, je sais que ce que vous dites est vrai. Là, vous voyez, le savoir que vous attribuez est très vaste. Ça signifie toutes les choses que vous dites, je sais qu'elles sont vraies. Ça fait beaucoup de choses. Parce que si vous dites, par exemple, tout un tas de bêtises, je vous attribue. Je peux aussi attribuer un savoir en désignant non pas le contenu du savoir, comme quand on dit « je sais que les neutrinos n'ont pas de masse » ou bien « je sais que Carla aime Nicolas », mais on peut aussi attribuer le savoir qu'une certaine proposition est vraie. Je sais que la phrase « Killer ne radi qu'à Cotreba » est vraie. C'est une phrase en serbe qui signifie « le radiateur ne marche pas ». Donc, supposez que je sache que cette phrase est vraie dans la circonstance particulière. Bon. Maintenant, il y a d'autres morceaux de savoir que nous attribuons. Je vais employer cette expression, un morceau de savoir. Il y a des pièces de bœuf chez la boucherie, et bien, il y a des pièces de savoir à l'université. Je vous en découpe. Il sait qui est l'Orasmète. Est-ce que vous savez qui est l'Orasmète? Ça, c'est le savoir qui. C'est pas savoir comment, c'est pas savoir que, mais c'est savoir qui est une certaine sorte de personne. Apparemment, ça s'applique à des personnes. Qui est l'Orasmète? Vous savez? Oui, bravo! Un point. La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Bon, donc ça, et la réponse, effectivement, c'est identifier la personne, donner une description qui identifie la personne. Bon, évidemment, supposez que j'habite à côté de chez elle, et puis qu'on me dise qui est l'Orasmète, c'est ma voisine. Bon, à ce moment-là, l'identification n'est pas la même. Mais savoir qui, ça demande une certaine sorte d'identification. Pareil avec des localisations. Il sait où sont les toilettes, au fond du couloir. Là, vous avez à ce moment-là une réponse avec une localisation.
Et puis il y a le savoir pourquoi, qui semble être aussi une autre sorte de savoir. Il sait pourquoi le Premier ministre est si séduisant. C'est un exemple que j'avais trouvé au moment où il y avait un autre Premier ministre. Bon, donc, là aussi encore, on peut se poser la question, est-ce que tous ces savoirs, c'est une seule et même espèce qui a différentes incarnations, si je puis dire? Est-ce qu'il y a un genre qui a des espèces? Ou bien est-ce que c'est à chaque fois des savoirs différents? Est-ce que, par exemple, le savoir que est de la même espèce que le savoir qui? Est-ce que c'est de la même espèce que le savoir comment, que le savoir où, que le savoir pourquoi? Et il semble que ça ne soit pas tout à fait le même savoir. Par exemple, le savoir pourquoi, c'est le savoir des causes. Donc, savoir pourquoi, c'est savoir quelles sont les causes de tel ou tel phénomène, ou c'est le savoir des explications. Est-ce que tout ça, c'est des sortes de savoirs différents, ou bien est-ce que c'est un seul et même type de savoir qui a quelques diversifications, mais qui repose sur les mêmes choses? Donc il y a un problème d'emblée qu'on peut voir avec la grammaire, qui est le problème de l'unité du savoir. On sait beaucoup de choses, et on sait apparemment toutes ces choses de différentes sortes de manières. Savoir où aller pour trouver du bon nougat, ça c'est un savoir particulier. Mais est-ce que c'est la même que savoir où trouver des neutrinos si je fais une expérience de physique? Alors, c'est intéressant aussi, quand on fait de la grammaire, de faire des comparaisons. Ce n'est pas un cours de linguistique que je suis en train de faire, mais il me semble que, en réalité, les linguistes ont beaucoup étudié tout ça, et il y a toute une littérature qui existe sur les différentes expressions de ce qu'on appelle les verbes épistémiques, les verbes de savoir. Alors, c'est assez intéressant de voir que quand vous essayez de prendre les mêmes expressions, mais avec croire, ça vous donne un résultat totalement différent. Bon, vous pouvez dire « je crois que les neutrinos n'ont pas de masse ». Vous pouvez dire « je crois que Carla aime Nicolas ». Mais vous ne pouvez pas dire « je crois Paris ». Vous ne pouvez pas dire « je crois Laetitia Casta », ou plus exactement, ça veut dire à ce moment-là tout à fait autre chose. On va y venir dans un instant. Quand on dit « je crois quelqu'un », ça ne veut pas du tout dire que le quelqu'un est l'objet de notre savoir. Ça veut dire qu'on croit en quelqu'un. Ça veut dire que la personne, on a confiance dans cette personne. Ce n'est pas le même sens non plus. Je crois jouer de la guitare. Bon, je crois jouer de la guitare, ça a un sens dans la langue française. Ça veut dire, par exemple, si je me mets à la guitare et puis que je produis quelques notes, et puis que je fais un sourire béat, d'un air de dire « regardez comme mon jeu de guitare est joli », vous pouvez me dire « oui, tu crois jouer de la guitare », mais bon, de même, quelquefois il m'arrive de prononcer des phrases en italien, et mes amis italiens me disent « tu crois parler italien ». Donc, mais ça, dans ces cas-là, ça veut dire, quand je dis « je crois jouer de la guitare », ça veut dire quelque chose non seulement de tout à fait différent de « je sais jouer de la guitare », mais ça veut dire même quelque chose d'opposé. Je crois jouer de la guitare, ça veut dire que je ne joue pas du tout de la guitare, je m'imagine, je crois que je joue, mais en fait, je ne joue pas. Donc, savoir, ça indique quelque chose d'intéressant. Si vous savez jouer de la guitare, alors il semble que ça implique que vous jouez de la guitare. Mais si vous croyez jouer de la guitare, vous ne jouez pas de la guitare. Ou vous jouez quelque chose qui est une espèce d'horreur, et si vous allez essayer de séduire une femme en allant jouer de la guitare au pied de sa chambre, comme dans Don Juan, c'est raté. Si vous voulez pousser la canzone. Bon, je crois l'anglais. Alors là aussi, ce n'est pas possible de dire quelque chose comme ça. On peut dire « je connais l'anglais », on ne peut pas dire « je crois l'anglais ». Je crois comment aller à la bibliothèque. Là aussi, c'est très intéressant. On ne peut pas dire « je crois comment aller à la bibliothèque ». Donc, il semble bien qu'il y a des déterminismes là, enfin, il y a des lois dans la langue. Donc, ça aussi, c'est une observation, me semble-t-il, importante. En revanche, vous pouvez dire des choses du genre suivant. Je crois que ce que vous dites est vrai. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait, ma comparaison, c'était « je sais que ce que vous dites est vrai ». Je peux dire « je crois que ce que vous dites est vrai ». Je crois que la phrase
Skiller Neradic à Kotreba est vrai. Ça aussi, vous pouvez le dire, pas de problème. Mais maintenant, le pendant de il sait qui est l'Orasmet, si vous essayez de dire il croit qui est l'Orasmet, là aussi, ça ne veut rien dire. C'est très intéressant de voir quand la langue, en quelque sorte, nous met des sens interdits, nous dit vous ne pouvez pas aller par là. Donc ça signifie que il existe un savoir qui, mais il n'existe pas de croire qui. Est-ce que c'est vrai? On peut bien avoir des croyances sur qui peut être quelqu'un. Qui croyez-vous que je suis? Dit quelqu'un, dit une dame que vous essayez de séduire et qui vous envoie une claque, parce que vous êtes un peu avancé. Qui croyez-vous que je sois? Nous n'avons pas élevé les vaches ensemble. Eh bien, là, oui, évidemment, ça peut se dire. Mais on ne peut pas dire « il croit qui est l'Orasmet ». On ne peut pas dire non plus « il croit où sont les toilettes ». En revanche, vous pouvez dire « où croyez-vous que sont les toilettes ?» Mais on ne peut pas donner un complément d'objet avec une interrogative telle que croire. Il croit pourquoi le Premier ministre est si séduisant. Ça non plus, ça ne se dit pas. Donc, c'est intéressant de noter ces choses-là. Donc, ça montre quoi pour le moment? Ça montre que la structure de nos attributions de savoir et de nos attributions de croyance est différente. Bien sûr, je pourrais être beaucoup plus, si j'avais fait un effort pour prendre la terminologie des linguistes, je pourrais être beaucoup plus, je pourrais essayer d'utiliser ces faits. Il existe une littérature importante sur ces problèmes-là. Bon, je continue ma méthode un peu empirique et puis un peu vagabonde d'analyse des attributions. Il y a un contraste qui est dans toutes les langues, mais qui existe en français, entre deux sens du mot « croire », qui est le sens de croire au sens avec un complément d'objet, soit un complément d'objet propositionnel, soit un complément d'objet nominal, et le sens de croire en. Vous croyez en Dieu, vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez en Barack Obama. Mais ce n'est pas la même chose nécessairement que croire que Dieu existe, que l'on a une bonne étoile, que Barack Obama est un génie. Là aussi, nous pouvons nous poser la question, quelle est la relation entre les deux? Est-ce que croire en Dieu, c'est la même chose que croire que Dieu existe? Pas sûr. Bon, évidemment, si vous dites « je crois en Dieu, mais Dieu n'existe pas », là, vous êtes un peu coincé. Vous avez dit quelque chose de contradictoire. Mais est-ce que croire que Dieu existe, c'est la même chose que croire en Dieu? Oui, dans certains contextes, mais pas toujours. Par exemple, quand je dis « je crois en Barack Obama », c'est pas la même chose que croire que Barack Obama existe. C'est sûr que je crois qu'il existe. Donc, il y a une différence. Vous ne dites pas « je connais en Dieu », ça c'est aussi intéressant. Vous ne pouvez pas dire « je connais en Dieu » et vous ne pouvez pas dire « je connais en Barack Obama ». La croyance peut avoir le sens de la confiance, mais le savoir n'a pas le sens de la confiance. Donc, ça montre qu'il y a une différence de logique et de signification très nette entre les deux verbes. Un autre point encore intéressant que je vous signale, il y en aurait d'autres, hein, ça pourrait être un exercice d'essayer de continuer à s'interroger là-dessus. Croire peut-être, attention, je m'avance beaucoup, mais on pourrait discuter de cette question pendant un cours entier. Croire, il y a un sens normal dans lequel on peut dire que la croyance est volontaire. On peut dire des choses du genre « j'ai décidé de croire que la crise financière serait de courte durée. Je suis allé à Davos, j'ai parlé à tous ces financiers internationaux, ils m'ont convaincu, et j'ai décidé de croire que la crise financière serait de courte durée. » Ou bien, j'ai rencontré Madoff dans son appartement new-yorkais, il m'a dit « on dit beaucoup de menteries sur moi, des méchancetés, c'est pas vrai,
j'ai décidé de croire que la crise serait de courte durée. Mais quand vous employez le mot savoir à la place de croire, quand vous dites j'ai décidé de savoir que la crise serait de courte durée, là ça paraît très bizarre parce qu'on ne peut pas volontairement décider de savoir. Je veux dire, je peux immédiatement décider de croire quelque chose au sens où je prends la résolution de tenir une certaine proposition comme vraie. Mais je ne peux pas décider de savoir de la même manière. Bien sûr, je peux, par exemple, décider de savoir au sens où je peux décider de faire quelque chose qui va produire en moi le savoir. Par exemple, je vais chercher une encyclopédie à la bibliothèque. Si je dis « j'ai décidé de savoir que l'Australie est une grande île désertique, largement désertique », eh bien, il me suffit pour moi d'aller à la bibliothèque, d'ouvrir une encyclopédie ou un atlas et de voir la carte de l'Australie, de voir qu'elle est encore plus désertique ces jours-ci parce qu'il y a plein d'incendies partout du côté du sud. Donc, je peux certainement provoquer en moi des événements qui vont causer mon savoir. Mais je ne peux pas directement décider de savoir. C'est pas possible. En revanche, je peux, en un certain sens, en tout cas le langage l'exprime ainsi, je peux en un certain sens décider de croire. Si je dis je veux savoir si Carla a eu beaucoup d'amants, c'est vrai que je peux dire ça, mais ça signifie simplement je veux acquérir l'information nécessaire me permettant de savoir si Carla, avant d'épouser Nicolas, a eu beaucoup d'amants. Ça ne peut pas être un savoir immédiat. Donc, j'en conclus, la croyance peut être volontaire, ou en tout cas le langage nous autorise, dans certains cas, à employer le mot « croire » comme l'expression d'un acte volontaire, mais pour le savoir, ça ne va pas. Alors ça reflète certainement un fait important. Je crois que la raison est simple. On ne peut pas, en quelque sorte, savoir à volonté. Le savoir, c'est quelque chose de passif, ce n'est pas quelque chose d'actif. Tandis que la croyance peut, dans certaines circonstances, peut-être la croyance religieuse, être volontaire. Bon, j'ai décidé de croire en Dieu. J'y crois pas trop, mais j'ai décidé de croire en Dieu parce que je me sens mieux. Donc, je reviens à ma question initiale. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de savoir ? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des attributions de savoir qui étaient avec un complément propositionnel, savoir que, et d'autres attributions de savoir qui sont avec un complément d'objet. Savoir que Carla aime Nicolas, savoir connaître Paris. Et c'est marqué dans le lexique, puisque donc on a le verbe connaître qui est différent du verbe savoir. Donc, est-ce que ce sont deux sortes de savoirs différents ? Est-ce qu'on peut dire, comme le dit Bertrand Russell dans les problèmes de philosophie, que quand on a savoir que plus une proposition, c'est une connaissance de vérité, tandis que savoir plus un complément d'objet, enfin, pardon, connaître plus un complément d'objet, c'est une connaissance d'objet. Russell fait une distinction et il dit qu'il peut y avoir, que ça recoupe dans une large mesure, une connaissance directe et une connaissance par description. En particulier, réfléchissez à la chose suivante. Si je dis « je connais Sarkozy », mais je ne l'ai jamais rencontré, ça paraît très bizarre de dire ça. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous connaissez un lieu, ou si vous connaissez un ensemble de lieux, par exemple, si je dis « je connais l'Italie », ou un pays, même des choses très grosses, je connais le monde, je connais l'univers. Si vous dites ça, il semble difficile d'imaginer que vous ne puissiez pas avoir une relation quelconque, une relation directe avec la chose que vous connaissez. En revanche, quand vous avez un savoir que, un wissen plutôt qu'un kennen, eh bien, à ce moment-là,
vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation directe avec la chose. Par exemple, vous pouvez savoir que Sarkozy est un homme politique sans jamais avoir rencontré Sarkozy. Peut-être même sans jamais vu une image de lui. Vous pouvez avoir un savoir parfaitement indirect. Mais si vous dites « je connais Sarkozy », ça implique presque toujours que vous l'avez rencontré. Bon, si je dis « je connais Laetitia Casta », ça ne signifie pas que je la connais au sens biblique, mais ça signifie au moins que je l'ai rencontrée. Mais si je dis « je sais que Laetitia Casta est une actrice ou un mannequin français », à ce moment-là, ça peut être un savoir que j'ai qui est complètement indirect. Ça peut être quelqu'un qui me l'a raconté. Ça peut être quelque chose que j'ai lu dans un journal, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un caractère direct de la connaissance d'objets qui fait que il semble que ce soit une connaissance que l'on puisse avoir par la perception ou au moins par une certaine sorte de contact direct, tandis que le savoir de proposition, le savoir de vérité, peut être indirect. Je ne dis pas évidemment que le savoir de vérité est toujours indirect, mais il peut être parfaitement indirect. Alors, il y a quand même ça soulève une question, parce que c'est vrai que si je dis « je connais Sarkozy », ça n'implique pas exclusivement que je lui ai serré la main, que je l'ai rencontré. Ça peut aussi impliquer que je sais des choses sur lui, que j'ai des propositions. Je connais Sarkozy, ça peut vouloir dire je sais que Sarkozy est un homme politique un peu agité. Ou bien je connais Sarkozy, ça peut vouloir dire je sais que Nicolas Sarkozy est un homme politique, disons de droite. Ou bien je sais que Nicolas Sarkozy est un homme politique qui a succédé à Jacques Chirac. Et ainsi de suite. Je peux savoir, connaître Sarkozy, ça veut dire qu'on connaît une liste de propositions. Donc, il y a quand même un lien entre 1 et 2, c'est-à-dire que les deux savoirs ne sont pas le même, mais il semble que si vous connaissez un objet, vous devez connaître beaucoup de propositions. Par exemple, quand je dis « je connais Genève », ça signifie, comme je viens de le dire, que j'ai une relation directe avec Genève, que j'y suis allé. Par exemple, il serait très bizarre de dire « je connais Genève, mais je n'y suis jamais allé ». Bon. Il y a des villes dont on rêve ou qu'on connaît. Par exemple, moi, à une époque, je croyais que, comme j'avais lu les œuvres de Borges, je connaissais Buenos Aires presque par cœur parce que je l'avais lu. Bon. Il y a des gens qui ont lu Ponson du Terrail, Les mystères de Paris, qui croient connaître Paris parce qu'ils ont lu des livres, ils ont une connaissance indirecte et finalement ils connaissent aussi bien en ayant lu des livres que l'objet. Ça paraît bizarre quand même de dire « je connais Paris », mais juste par les livres. Ça paraît un peu bizarre. Il faudrait quand même mieux que vous y soyez allés. D'un autre côté, c'est ça le point que je veux avancer maintenant, d'un autre côté, c'est vrai aussi que si je dis « je connais Paris », ça signifie que je sais des choses sur Paris propositionnellement. Je sais par exemple que Paris est au bord de la Seine, que Paris est une grande ville, que Paris est une capitale, que Paris contient beaucoup de French Cancan et toutes sortes de choses de ce genre. Deuxièmement, alors là, donc, passons maintenant à l'autre distinction que nous avons tout à l'heure vue. J'en ai déjà parlé. Il semble qu'il y ait une distinction nette entre le savoir-faire, qui est le savoir pratique, savoir comment faire une omelette, savoir comment faire des enfants, qui semble être un savoir pratique, par rapport à un savoir propositionnel. Je sais que Tegucigalpa est au Honduras. Je sais trouver Tegucigalpa sur la carte. Et là aussi, vous avez le même problème que celui que je posais à l'instant avec la différence entre les connaissances de vérité et les connaissances d'objet. Comme je le disais tout à l'heure, quelle est la relation entre ces deux savoirs ? Il semble bien que, par exemple, savoir trouver Tegucigalpa sur la carte, c'est un savoir pratique, mais vous ne pouvez pas savoir trouver Tegucigalpa sur la carte si vous ne savez pas que Tegucigalpa se trouve à tel ou tel endroit sur la carte, c'est-à-dire que Tegucigalpa est en Amérique centrale.
Si vous dites « je sais trouver Tegucigalpa sur la carte, mais je ne sais pas que Tegucigalpa est en Amérique centrale ». À ce moment-là, vous allez chercher avec votre doigt sur la carte et puis vous allez chercher longtemps parce que si vous regardez la carte de l'Asie, vous ne trouverez pas Tegucigalpa. Donc, il semble bien que avoir un savoir comment implique un savoir propositionnel. Alors, inversement, l'inverse ne semble pas vrai. Je veux dire, si je dis je sais que 2 et 2 font 4, est-ce que ça implique que je sais comment 2 et 2 font 4 ? Si, peut-être, parce que peut-être que savoir que 2 et 2 font 4, c'est savoir comment faire l'addition 2 et 2 font 4. Dans certains cas, il y a des rapports entre les deux. Voici les différences entre les deux. Si je dis « il sait que Genève est en Suisse », bon, excusez-moi, il devrait y avoir ici des italiques, je devrais l'écrire autrement. « Il sait que Genève est en Suisse » n'est pas un savoir-faire, mais c'est un savoir propositionnel. Mais, comme je le disais à l'instant, le savoir propositionnel n'est pas un savoir-faire, mais beaucoup de savoir-faire sont des savoirs propositionnels. Je vous donne un exemple. Il sait comment trouver un restaurant. Il semble que, si je vous dis « il sait comment trouver un restaurant », ça implique qu'il sait, par exemple, qu'il y a un restaurant dans ce quartier, que ce restaurant est un restaurant libanais, que cet autre restaurant est un restaurant turc, que ce troisième restaurant est un restaurant marocain. Bref, il a un savoir sur les sortes de restaurants qui est un savoir propositionnel. Et pourtant, nous disons, il sait comment trouver un restaurant, par exemple, il sait comment trouver un bon restaurant grec. Bon, c'est un savoir-faire, mais en même temps, il présuppose un savoir-que. Donc le savoir-faire se donne, comme je le disais tout à l'heure, souvent avec une construction à l'infinitif. Nous disons, je sais jouer du piano, je sais nager le crawl, elle sait faire du kayak, elle sait boire son schnapps sec, cul sec, il sait recoudre lui-même ses boutons. Dans tous ces cas-là, c'est savoir plus un infinitif. Les linguistes emploient le terme infinitif nu. Ça signifie que c'est l'infinitif comme complément d'objet direct du verbe. Et je reviens à nouveau à la question, est-ce que le savoir comment se réduit à que ? En apparence, non. Si je dis je sais jouer du piano, ça signifie certainement que je sais tout un ensemble d'autres choses. Si je sais jouer du piano, certainement, ça signifie que je sais mettre mes mains sur les touches, que je sais appuyer sur la pédale, que je sais mouvoir mes doigts pour jouer Fur Elise. C'est sûr que si je sais jouer du piano, ça implique tous ces savoirs pratiques-là. Mais vous voyez, tout ce que j'ai mis au début dans ma liste, c'est un savoir pratique qui est celui de jouer du piano qui se décompose en un ensemble de savoirs pratiques. De même, si vous voulez savoir conduire une voiture, c'est savoir tourner le volant, savoir appuyer sur les pédales, savoir freiner. Bon. Ça se décompose en un ensemble de sous-capacités. Mais est-ce que savoir jouer du piano, ça correspond à une liste de savoirs propositionnels ? Est-ce que vous pourriez dire que quelqu'un qui sait du piano sait toutes les choses suivantes ? Je sais que le piano a des touches noires et blanches. Je sais que si on appuie sur une touche, ça fait un son. Je sais qu'il y a des sons aigus et d'autres graves. Je sais que le mi se trouve ici. Je sais que le piano est un instrument de musique. Certes, si vous savez jouer du piano, vous savez toutes ces choses-là. Mais ça paraît ridicule de dire que quelqu'un qui sait toutes ces choses-là sait jouer du piano. Autrement dit, il est sûr qu'un savoir pratique se décompose en un ensemble d'autres savoirs pratiques. Par exemple, savoir courir un marathon, c'est savoir pas mal de choses. C'est déjà savoir comment mettre une jambe devant l'autre, mais c'est aussi savoir comment retenir son souffle, comment s'entraîner, et ainsi de suite. Donc il y a plein de savoirs pratiques que ça implique. Mais est-ce que savoir courir un marathon, ça implique qu'on sait toute une liste de propositions ? Non, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que le savoir pratique se réduit à du savoir théorique. Il suffirait à ce moment-là de rester dans sa chambre, d'ouvrir des encyclopédies,
d'apprendre, par exemple, que le piano a des touches noires et blanches, et on pourrait rester assis tranquillement dans son fauteuil sans jamais avoir joué du piano. Comme disait Hegel, ce serait comme de vouloir apprendre à nager sans jamais aller dans l'eau. Et donc, effectivement, il y a des cas dans lesquels on peut apprendre une certaine pratique. Bon, par exemple, il y avait, je ne sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui, mais à une époque, pour apprendre à nager, il suffisait de mettre un enfant sur une chaise ou sur une table et puis lui dire de faire les mouvements de la brasse quand il est couché sur la table. Mais il est sûr que même si vous savez faire toutes ces choses-là, vous ne saurez pas nager. Et a fortiori, vous ne saurez pas si vous savez tout un ensemble de propositions. Donc là, le rapport entre les deux est extrêmement complexe, comme vous pouvez le voir. Je reviens à nouveau encore à d'autres variétés de savoir que je mentionnais tout à l'heure. Le savoir que par rapport au savoir qui, le savoir où, ou le savoir plus une certaine sorte de question. Comme vous pouvez remarquer, dans tous ces cas, on peut prendre la proposition complétive, par exemple, savoir qui est Hugo Chavez, on peut prendre la proposition puis mettre un point d'interrogation. C'est-à-dire savoir qui. Je peux vous poser la question, qui est Hugo Chavez? Et puis vous répondez, je sais qui est Hugo Chavez. Ou bien, où trouver un restaurant? Vous me répondez, je sais où trouver un restaurant. Donc, quand je dis, je sais que Tegucigalpa est au Honduras, je sais qui est Hugo Chavez, je sais où trouver un restaurant ouvert le samedi à Genève. Pas facile, hein? Je sais quand allumer la mèche du bâton de dynamite. Je sais pourquoi elle a manqué son bus. Je sais combien, pas d'argent, mais d'argent, j'ai dans ma poche. Dans toutes ces attributions de savoir, c'est une réponse à une certaine sorte de question. Ça, c'est très intéressant parce que quand on va lire Platon dans le Thé et Tête la semaine prochaine, on s'aperçoit en réalité que Socrate, quand il pose le problème du savoir, est toujours en train de répondre à des questions. Quel est l'oiseau qui attend de couleur sur son plumage? Savoir, c'est savoir répondre à des questions. Au sens naturel, alors, ça peut être la question que. Qu'est-ce qu'un pigeon? Je sais qu'un pigeon est un oiseau commun. Où, qui, quand, comment. Donc, savoir, c'est un certain ensemble de réponses à des questions. Savoir qui. Essayons de regarder un peu plus près. Savoir qui. Savoir qui est Hugo Chavez. Certainement, comme je le disais tout à l'heure, ça se décompose en des savoirs propositionnels. Savoir qui est Hugo Chavez, tout comme savoir qui est Nicolas Sarkozy, c'est savoir que Hugo Chavez est un homme politique. C'est savoir qu'il est vénézuélien. Par exemple, vous ne pouvez pas dire, je sais qui est Hugo Chavez, mais je ne sais pas qu'il est vénézuélien. Alors vous me direz, mais il se fiche de moi. Qu'il est radical, enfin au sens politique du terme, mais c'est certain que c'est aussi savoir comment le reconnaître, c'est aussi avoir une certaine aptitude pratique à reconnaître Hugo Chavez, en l'occurrence à le reconnaître dans certaines sortes d'habillements. D'ailleurs, il est pratiquement toujours habillé en rouge, sauf lorsqu'il met son uniforme de l'armée. Là, c'est parce qu'il vient de se faire... avoir un référendum, j'ai pris ça comme exemple. Je ne suis pas particulièrement occupé par Hugo Chavez habituellement. Bon, alors, je sais qui est Hugo Chavez et je connais Hugo Chavez. Est-ce que c'est équivalent? Comme je le disais tout à l'heure, non. Je connais Paris. Ça implique certainement que je sais où me diriger dans Paris, mais si je dis « je sais où me diriger dans Paris », ça ne signifie pas nécessairement que je connais Paris. Il y a des villes dans lesquelles on sait très bien se diriger, mais en même temps qu'on ne connaît pas. Peut-être que connaître une ville, c'est savoir autre chose que simplement connaître les rues. Je sais comment faire des crêpes Suzette, mais vous ne pouvez pas dire je connais les crêpes Suzette. Donc on voit bien que... Enfin, on peut dire je connais les crêpes Suzette, mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire je sais comment faire les crêpes Suzette. Justement, si vous dites je connais les crêpes Suzette, ça veut dire simplement vous savez. Au fait, est-ce que vous savez ce que sont les crêpes Suzette? Non. C'est une crêpe
sur laquelle on met du sucre caramélisé. Voilà, c'est une certaine sorte de recette. Alors, là, je viens de vous dire ce qui vous permet de savoir que les crêpes Suzette sont des crêpes caramélisées. Mais ça ne veut pas dire que vous savez comment faire les crêpes Suzette. Parce qu'effectivement, il faut un petit peu de technique pour faire les crêpes Suzette. Rassurez-vous, je ne sais pas. Donc, est-ce que je reprends à nouveau ma question, est-ce que le savoir comment est un composé d'autres savoirs, ou bien est-ce que c'est un savoir distinctif? Et ça, c'est une grosse question philosophique très importante, sur laquelle il y a vraiment une littérature très abondante. Est-ce que le savoir-faire est une forme de savoir distincte du savoir théorique, du savoir propositionnel? Et lequel est premier? Bon, il est certain que ce que j'attends de mon plombier, c'est qu'il ait un savoir-faire. Si j'appelle mon plombier, je voudrais qu'il répare mes tuyaux. Mais si j'appelle mon plombier, puis qu'il arrive et qu'il me donne une encyclopédie, et qu'il me dit « Oui, voilà monsieur, il y a toutes sortes de tuyaux, il y en a des gros, des petits, il y en a des minces, il y en a des légers, il y en a des lourds. » C'est pas ça que j'attends de mon plombier. J'attends de mon plombier, évidemment, un savoir-faire. Et en gros, ça veut dire savoir comment réparer les tuyaux. Alors maintenant, nous arrivons dans un point qui est tout à fait important à propos de la notion de savoir, qui est la relation entre... Parce que pour le moment, j'ai simplement donné des espèces d'exemples d'attribution de savoir. Maintenant, je rentre un peu plus profondément dans la logique du mot savoir et je regarde certaines implications courantes. Il semble que l'implication la plus ordinaire, la plus banale qu'on puisse avoir, c'est que le fait que si vous savez que P, alors donc à partir de maintenant je vais utiliser P pour représenter la proposition qui est l'objet du savoir, donc je laisse de côté la connaissance d'objet ou la connaissance comment, je me concentre sur le savoir propositionnel. Il semble que savoir que P, cela implique que P. Autrement dit, si vous savez que Paris est une grande ville, alors Paris est une grande ville. Autrement dit, tout ce que vous savez est par définition vrai. Vous ne pouvez pas dire je sais que Paris est une grande ville, mais ça n'est pas une grande ville. Vous ne pouvez pas dire je sais que Paris est une grande ville, mais c'est faux. Donc si je sais que Londres est belle, alors Londres est belle. Je vois que Londres est pluvieuse, donc Londres est pluvieuse. J'entends que le camion est arrivé, le camion est arrivé. Je sens que le camembert est à point, donc le camembert est à point. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas que le verbe savoir qui autorise à inférer la vérité de la proposition qui est l'objet de l'acte mental. Quand je vois que Londres est pluvieuse, ça implique que Londres est pluvieuse. Si je dis je vois que Londres est pluvieuse, mais Londres... Ça m'embête ce truc. Je vois que Londres est pluvieuse, mais Londres n'est pas pluvieuse. C'est extrêmement curieux de dire ça. Ça veut dire à ce moment-là que j'ai pas vraiment une vraie vision. J'ai plutôt une hallucination. J'ai cru voir. Mais si vous avez vraiment vu, alors ce que vous avez vu existe. Donc Londres est pluvieuse. J'entends que le camion est arrivé, donc le camion est arrivé. Ça n'a pas de sens de dire j'entends que le camion est arrivé, mais il n'est pas arrivé. À ce moment-là, vous serez en droit de me dire tu as cru entendre. Comme tout à l'heure, je prenais cette... Donc, il y a cette caractéristique générale qui est que le verbe savoir, et un certain nombre, comme vous pouvez le constater, de verbes de perception, sont des verbes qui impliquent la vérité. Pas tous. Maintenant, comparez avec le verbe croire. Si je crois que Londres est belle, alors Londres est belle. Là, ça ne va pas. Je ne peux pas dire, si je crois que Londres est belle, Londres est belle. La croyance n'implique pas la vérité de ce qu'on croit. Je suppute que Londres est pluvieuse. Supposez que j'y sois jamais allé, je suppute que Londres est pluvieuse. Je conjecture que Londres est pluvieuse. Ça n'implique pas que Londres l'est. J'espère que le camion est arrivé. Ça ne signifie pas qu'il est arrivé. Et je conjecture que le camembert est à point. Là non plus, ça n'implique pas que le camembert est à point. Donc, ces verbes-là n'ont pas la même caractéristique
que les verbes de perception. Comme vous pouvez constater, les verbes de perception et le verbe savoir impliquent tous la vérité de la proposition qui est crue, alors que les verbes de croyance, de conjecture, d'espoir indiquent une autre attitude mentale. Ça paraît assez du sens commun. Et ça, on l'appelle la factivité du savoir. La factivité du savoir, la factivité de la connaissance. Attendez. Je vais passer une... La factivité du savoir, c'est le fait que savoir que P implique P. Savoir que P implique que P est vrai. Ou ça implique que c'est un fait. Autrement dit, si je sais que Hugo Chavez est vénézuélien, alors ça implique que c'est un fait que Hugo Chavez est vénézuélien. Si je dis je sais que P, je peux aussi dire c'est un fait que P. Mais évidemment, bien sûr, l'inverse n'est pas vrai parce que c'est pas parce que c'est un fait que P que vous savez que P. Par exemple, ça peut être un fait que votre compte en banque est vide, mais vous ne le savez pas nécessairement. Donc ça, c'est la factivité. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a tous ces verbes qui désignent des activités épistémiques, telles que croire, conjecturer, supposer, imaginer, voir, sentir, entendre. Tous ces verbes-là, ils font partie de l'épistémologie, parce que ce sont des verbes qui désignent des attitudes qui visent à savoir quelque chose, mais ils ne rapportent pas tous le savoir. Certains de ces verbes, comme je viens de le dire, sont factifs, comme savoir, comme entendre, comme voir, comme percevoir, mais d'autres ne le sont pas, comme croire, comme supputer, comme conjecturer, comme espérer, comme souhaiter. Alors, il est évident, par exemple, que si je souhaite que l'Europe se fasse, ça ne signifie pas que l'Europe va se faire. Donc, si on généralise, la factivité, c'est la chose suivante. On va appeler les verbes épistémiques des verbes d'attitude propositionnelle. On a déjà vu cette notion dans le cours sur la philosophie de l'esprit, c'est-à-dire des attitudes propositionnelles telles que croire, telles que douter, ainsi de suite. Et on va dire qu'un verbe factif, un verbe d'attitude phi, est factif lorsque, comme je viens de le dire, la condition que j'ai ici écrite, X est le sujet et phi est le verbe, X phi que P implique P ou implique que P est vrai. Et un verbe est non factif si ça n'est pas le cas que si X phi que P, P. Par exemple, croire n'est pas factif parce que si je dis je crois que Hitler est encore vivant, eh bien, ça n'implique pas que Hitler soit encore vivant. Mais si je dis je le sais, parce que je l'ai vu dans sa prison, eh bien, à ce moment-là... Bon, alors, les états mentaux factifs, on peut s'exprimer de cette manière-là, un tout petit peu plus technique, en disant qu'un opérateur d'état mental factif, un opérateur phi est factif si vous pouvez inférer A de S phi que A. Et ça, c'est vrai de savoir, d'entendre, de voir, de sentir, de réaliser. Par exemple, si je dis « je réalise que Laetitia Casta est riche », c'est un verbe factif. Parce que je ne peux pas dire je réalise que Laetitia Casta est riche, mais elle ne l'est pas. Ou c'est marginalement bizarre de dire ça. En revanche, si je dis j'espère que la personne que j'épouse est riche, ça ne signifie pas nécessairement qu'elle l'est. Et encore moins si je dis désirer ou souhaiter. Le test que je viens d'utiliser est simplement le fait que si vous prenez la proposition puis que vous faites une conjonction en mettant une virgule, vous dites « je sais que la pluie tombe, mais la pluie ne tombe pas », vous voyez bien que ça ne peut pas se dire. C'est pour ça que je mets une étoile. Vous dites « je vois que Kevin est là, mais il n'est pas là ». Si je vois qu'il est là, il est là. Je peux pas. Ou alors il faut dire « j'ai l'hallucination que Kevin est là ». Mais ce n'est pas le cas avec croire. Alors il y a quelque chose, là je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est évidemment une observation extrêmement importante et extrêmement intéressante. J.E. Moore a fait remarquer que la phrase 4 est très bizarre. « Je crois qu'il pleut,
mais il ne pleut pas. Alors ça ne va pas du tout. Bon, l'observation que je viens de faire, c'est qu'on ne peut pas dire « je sais que P, mais non P ». En revanche, vous pouvez dire « je crois que P, mais non P ». Mais vous ne pouvez pas dire, apparemment, « je crois qu'il pleut, mais il ne pleut pas ». Alors ça, c'est un fait très intéressant. Je ne vais pas expliquer pourquoi c'est le cas. Ça peut être laissé comme un exercice ou quelque chose. Si vous avez des insomnies cette nuit, par exemple, demandez-vous pourquoi cette phrase est bizarre. Et bon, c'est le paradoxe de Moore. Je fais simplement remarquer juste un petit truc. C'est que mettez cette phrase à la troisième personne au lieu de la mettre à la première personne. Je crois qu'il pleut, mais il ne pleut pas. Ça, c'est bizarre. Et maintenant, supposez que je dise il croit qu'il pleut, mais il ne pleut pas. Là, il n'y a absolument aucun problème. Sarkozy croit qu'il pleut, mais il ne pleut pas. Aucun problème. Donc je peux très bien prononcer cette phrase à la troisième personne sans que ça soit bizarre, mais dès que je la mets à la première personne, la bizarrerie revient. Donc c'est intéressant. On peut le dire également au passé. Je croyais qu'il y avait 50 francs dans ma poche, mais je viens de découvrir que non. Voilà. Ça, c'est aucun problème. Mais quand vous l'êtes Alors ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous êtes au présent et à la première personne, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez ce que sont vos états mentaux. Ça rejoint le thème dont je parlais le semestre précédent, le caractère, si vous voulez, de savoir immédiat, subjectif. Par exemple, je ne peux pas dire, si je dis « j'ai mal aux dents », mais je ne crois pas que j'ai mal aux dents, ça ne marche pas non plus. Parce que forcément, si vous dites « j'ai mal aux dents », vous savez que vous avez mal aux dents. Alors, je reviens quand même. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel Julien Dutemps aime beaucoup discuter, donc je ne pourrais pas le battre avec ce genre de diapositive-là. C'est le problème de savoir si la condition de factivité est nécessaire. Autrement dit, est-ce que c'est vrai dans tous les cas que savoir que P implique que P, ou que implique la vérité de la proposition? Il y a pourtant des circonstances dans lesquelles on dit des choses du genre de ce que j'ai écrit là. Les gens savaient dans l'Antiquité que la Terre était plate. Évidemment, étant donné le savoir qu'ils avaient à leur époque, ils savaient que la Terre était plate, donc c'était vrai. Oui, mais c'est faux que la Terre soit plate. Donc, le verbe savoir n'est pas factif, puisque ici, quand on le met au passé, ça porte sur un savoir qui est révolu, un savoir qui n'est plus un savoir. Alors, c'est un peu le même problème qu'avec le paradoxe de Moore. Quand vous mettez le savoir au passé, je savais que Laetitia Casta était corse, et puis bon, mais si maintenant elle a changé de nationalité et puis qu'elle est devenue belge, je le sais plus parce que ça a cessé d'être vrai. Donc, effectivement, savoir implique toujours qu'une proposition est vraie, mais il est clair que si cette proposition cesse d'être vraie pendant que vous savez, vous ne savez plus. Par exemple, vous pouvez dire, je peux très bien dire, alors ça va nous intéresser beaucoup avec le problème de Guettier. Supposons par exemple que je laisse mon portefeuille rempli de billets de banque sur le banc en dehors de cette salle. Et je vous dis, pendant que je fais mon cours, je sais que mon portefeuille rempli de très gros billets et d'une grosse somme d'argent est sur le banc. Oui, je le sais, parce que je l'ai vu juste avant d'entrer et que je me souviens l'avoir laissé sur le banc. Mais c'est pas sûr qu'il y soit toujours. Donc, je ne le sais plus. Donc, est-ce que je peux dire dans ce cas-là que je sais? Je peux le dire parce que j'ai la conviction, parce que j'ai la justification. Mais si la proposition a cessé d'être vraie pendant que je suis en train de l'exprimer, est-ce que je sais? Non, il semble bien qu'à partir du moment où vous m'apprenez que mon portefeuille a été dérobé, qu'il n'est plus sur le banc, il n'est plus vrai. Alors, bien sûr, pour certaines propositions qui ne changent pas de valeur de vérité dans le temps, par exemple, je sais que 2 et 2 font 4. Forcément, c'est vrai de manière éternelle. Mais on pourrait imaginer un démon qui, pendant que vous êtes en train de dire « je sais que 2 et 2 font 4 »,
il change les lois de la nature et les lois mathématiques, et en fait, il fait que 2 et 2 font 5. À ce moment-là, je ne le sais pas. Ben, c'est ça l'argument sceptique de Descartes, l'argument du malin génie. Donc il pourrait très bien y avoir un démon qui aurait changé la valeur de vérité des propositions. C'est sûr que si vous entrez dans ce genre de considération, le scepticisme se glisse comme le serpent dans le sein de Cléopâtre. Il y a un autre contexte sur lequel on peut dire que le savoir n'implique pas nécessairement la vérité. C'est quand vous posez une question. Quand vous posez une question, vous ne savez pas nécessairement la réponse. Des questions du genre « le saviez-vous » Bon, quand vous dites « le saviez-vous », vous connaissez la réponse. Saviez-vous que Lénine n'avait que 31 dents ce genre de questions de quiz. Mais quand on demande des choses du genre « savez-vous que le lac Léman est pollué ?» On peut très bien poser cette question dans un contexte où on sait, où il ne l'est pas. Donc, dans le cas des questions, il semble que la factivité ne marche pas. Alors, on peut peut-être s'en tirer en disant quelque chose d'un peu plus simple, qui est que peut-être que savoir n'implique pas la vérité de la proposition, mais que ça présuppose la vérité de la proposition. La notion de présupposition est plus faible. Elle dit que quelqu'un qui dit « je sais », il prétend que la proposition est vraie. Mais il ne garantit pas nécessairement que la proposition va le rester tout le temps. Par exemple, si je vous dis « je sais que mon compte en banque est bien rempli », puis bon, en fait, j'avais confié mon compte en banque à une banque célèbre suisse que je ne nommerai pas, et il y a eu la crise financière, et en fait, à mon insu, mon compte en banque n'est plus bien rempli parce que j'ai joué en bourse et je me suis rendu pauvre moi-même. Bon, à ce moment-là, on pourrait dire que savoir implique que le sujet présuppose la vérité de sa proposition. Mais ça ne garantit peut-être pas cette vérité. S'il y a des phénomènes... Alors ça va jouer un rôle très important avec les exemples de Guettier que nous analyserons plus tard. Et il y a encore une autre remarque que je voulais faire, excusez-moi, c'est un petit peu rhapsodique comme cours. Je ne pourrais pas dire toutes les choses que je voulais dire là-dessus. Est-ce que vous pouvez... Il y a encore une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que vous pouvez savoir plus ou moins quelque chose? Apparemment pas. Supposez que vous disiez, savez-vous que Genève est en Suisse? Puis que je vous réponde plus ou moins. Est-ce que vraiment on peut dire qu'on sait quelque chose dans ces circonstances? Non, ça ne va pas. On ne peut pas savoir plus ou moins. Bon. C'est comme le mariage. Vous êtes marié, plus ou moins. Savez-vous qui a écrit les Catilinaires? Plus ou moins. Évidemment, on voit ce que la personne peut vouloir dire. Quelquefois, on dit ça avec le sens de je ne sais pas qui c'est maintenant, mais si je cherchais un peu dans ma mémoire, je pourrais l'identifier. Bon, donc je ne sais pas très bien si c'est Cicéron, ou si c'est Tite-Live, ou si c'est Horace, ou si c'est Virgile qui a écrit les Catilinaires. Mais bon, si je cherche, si je trouve la méthode, je pourrais le savoir. À ce moment-là, je dis plus ou moins. Ça signifie à ce moment-là que j'ai des... À ce moment-là, ça ne veut pas vraiment dire savoir, ça veut dire que j'ai des conjectures. Ça veut dire que je fais des hypothèses. Je me dis, ça peut être Cicéron, ça peut être Tite-Live. C'est sûr que c'est pas c'est pas Quinte Curse, ni Martial, ni Tibulle qui a écrit les Catilinaires. Bon. En revanche, notez qu'avec le savoir comment, vous avez le droit de faire de la gradation. Enfin, les linguistes parlent de verbes qui ont du grading, des degrés. Savez-vous comment nager? Savez-vous nager? Plus ou moins. Là, ça marche. Là, il n'y a pas de problème avec savoir comment. Vous ne pouvez pas dire connaissez-vous Paris? Alors, attendez. Si là, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire connaissez-vous Paris? Plus ou moins. Ça indique qu'il y a une relation entre connaître la ville et avoir un savoir comment.
Mais si vous dites, savez-vous que 2 et 2 font 4 ? Et vous me dites, plus ou moins, ça paraît bizarre de dire ça. En revanche, avec le savoir comment, ça marche. Maintenant, c'est très intéressant de comparer à nouveau avec croire, parce que croire implique des degrés. Vous pouvez croire plus ou moins quelque chose. Vous pouvez croire quelque chose avec un plus ou moins grand degré. Vous pouvez dire « je crois plus ou moins que la crise va cesser ». Vous pouvez dire « je crois peu à la fin de la crise ». Je crois fermement que ça va s'arranger. Je crois très peu en ses chances. Je doute fort de ses chances. Tous ces verbes-là, il y a des degrés. Mais savoir n'en a pas. Donc, tout ça est intéressant à noter. Bon. Maintenant, venons-en à la relation entre savoir et croire. Là, c'est encore un petit peu plus difficile dans la logique, mais est-ce que je vais avoir le temps de donner ça ? Non, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. J'examinerai les autres points en relation avec le thé et tête. Y a-t-il des questions ? Non ? Est-ce que j'ai dit des choses triviales ? Est-ce que j'ai dit des choses mystérieuses ? Bon, il nous reste encore maintenant à examiner quelles sont les relations entre savoir et croire. Et ce à quoi je veux en venir dans toute cette affaire, c'est à la question de la définition de la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que savoir contient la notion de croyance ? Est-ce que savoir contient la notion de vérité ? Oui, en un certain sens du mot contenir, on a déjà vu que savoir implique la vérité de la chose qui est crue, la vérité de la chose qui est crue. Mais est-ce que savoir implique qu'on croit quelque chose ? Ça, c'est une question qu'on va se poser. Quelles sont les relations entre le savoir, la croyance, et puis là, une autre notion que on va appeler la justification. Par exemple, est-ce que vous pouvez dire des choses du genre « Je sais que Carla aime Nicolas, mais je n'ai aucune raison de l'affirmer. » Bon, pas très bien comment est-ce qu'on peut dire ça. Donc savoir, ça implique le savoir pourquoi. Il semble bien qu'on puisse donner, que ça implique de savoir donner une explication. On voit que savoir n'implique pas savoir comment. Si par exemple, si je sais que 2 et 2 font 4, je peux très bien, c'est pas un savoir pratique, c'est un savoir théorique, mais c'est certain qu'il semble bien que si je sais quelque chose mais que je ne peux pas donner l'explication, je ne le sais pas. Donc, c'est toutes ces relations qu'il faut examiner. Alors, elles sont examinées dans le thé et tête, alors je vais... Pour la semaine prochaine, je ne veux pas vous imposer un marathon de lecture, mais enfin, ce serait bien si vous pouviez lire, ou relire, je l'espère, des parties substantielles du thé et tête de Platon, et particulièrement la deuxième partie du dialogue. Je ne parle pas de la première partie, mais je parle de la deuxième partie du dialogue. Dans le thé et tête, Platon donne 3 définitions successives du savoir. Il commence par dire « le savoir, c'est la sensation ». Deuxièmement, il dit « le savoir, c'est la croyance vraie ou l'opinion vraie ». Et troisièmement, il dit « c'est l'opinion vraie pourvue de ce qu'il appelle une raison, un logos, mais que nous traduisons par une explication, une raison, un pourquoi ». Et il termine par la définition qui dit que savoir, c'est avoir une croyance vraie accompagnée d'un pourquoi, mais il ne se contente pas de cette définition-là. Alors je voudrais vous rappeler les grands traits de la définition du thé et tête de Platon. Je ne pourrais pas malheureusement, évidemment, m'étendre beaucoup, mais c'est pas mal de relire ça et, avant d'en venir au... Et comme on va le voir, Platon, en fait, soulève
ces diverses questions, peut-être pas sous la forme exactement où je l'ai fait, mais il les approche de façon à peu près similaire. Je signale aussi, il y a un très bon article, mais c'est en anglais, dans une encyclopédie Internet sur le thé et tête de Platon et les différentes définitions du savoir. Et vous pouvez lire cette traduction-là, mais elle donne une traduction un peu bizarre du mot logos. Michel Narcy traduit « Le savoir, c'est l'opinion vraie avec une définition ». Il traduit logos par définition. Ça peut vouloir dire aussi définition. Moi, je préfère dire c'est une opinion vraie avec une raison ou une justification. Bon, je m'arrête là.